Donc, bonjour à tous. Donc, bienvenue encore à notre conférence sur la vague. Ce midi, c'est un petit peu spécial pour moi. Bon, on reçoit Joël Carpentier. Autant la dernière fois, bon, on avait un de mes mentors avec André Lachance qu'on a développé beaucoup aussi sur la performance, mais pour l'entraîneur, que aussi on a parlé de développer de la confiance. Qu'est-ce qu'on pourrait dire autant pour qui pourrait, oui, améliorer la confiance, mais aussi qui pourrait nuire ou qu'on pourrait facilement détruire la confiance. Mais sans le savoir, il y a comme un lien entre ce qu'André avait fait et ce qu'on a avec Joël aujourd'hui. Donc, Joël Carpentier, professeur à l'UQAM présentement, diplômé en psychologie, il se spécialise dans toutes les relations aussi entraîneur-athlète. En fait, elle a plusieurs chapeaux, plusieurs rôles, plusieurs mandats avec différents organismes. Je vais laisser se présenter. Joël est aussi membre du CA de la Fédération présentement. Donc, elle a un bon vouloir, du bon déroulement. Moi, j'ai la chance de collaborer parce que je pense que c'est une réelle chance de collaborer avec Joël sur certains dossiers qu'ils vont éventuellement voir le jour. Puis Joël, autant quand on commence, tout le temps la petite question, là, ah oui, puis comment ça a été, l'adaptation, comment ça? Fait que le désir d'un bien-être dans nos relations, dans notre travail. Donc, c'est un plaisir de recevoir Joël avec nous ce midi pour parler de quelque chose, évidemment, qui alimente, je vais dire, plus que 50% de notre travail, c'est-à-dire c'est quoi notre communication, c'est quoi la relation qu'on a avec nos athlètes. Donc, c'est une partie qui est tellement importante qu'on fait souvent par réflexe, par instinct. Maintenant, j'aime le dire, c'est quoi un peu là, les bonnes pratiques, les bonnes théories. Fait que Joël va nous éclairer, va venir nous partager son expertise, ses écrits qui sont dans ce domaine-là. Donc, Joël, c'est une petite introduction sur qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui. Tu peux te présenter, mettre la table un peu, mais à toi la parole. Hey, merci beaucoup, Yannick. Merci de me donner la chance, en fait, de passer l'heure du dîner avec vous. Et puis, tu sais, je jase tellement de vous avec Yannick que là, ça me fait super plaisir, pas chacun d'entre vous individuellement, mais de votre communauté avec Yannick, que ça me fait vraiment plaisir là, d'avoir la chance de vous rencontrer et d'échanger avec vous ce midi. Je vais commencer tout de suite en partageant ma présentation. Je me présenterai pas très longuement parce que j'ai hâte qu'on jase en fait de ce qu'on a jasé aujourd'hui, puis j'ai hâte aussi de vous entendre sur un peu tout ça. Mais j'ai juste envie de vous partager brièvement mon background. Pourquoi est-ce que ce midi, je vais être là à vous jaser de feedback? En fait, en ce moment, je suis effectivement prof à l'UQAM. J'ai fait doctorat, postdoctorat en psychologie du sport, puis dans lesquels je me suis surtout spécialisée dans la relation entraîneur-athlète. Puis c'est pas pour rien, c'est parce que j'ai un background qui ressemble probablement à quelques-uns ou à la plupart d'entre vous. Là, j'ai commencé par être athlète de niveau national en nage synchronisé. Après ça, j'ai entraîné aussi au niveau national en nage synchronisé. Puis je vais vous avouer que pendant que je coachais, je pensais pas que je m'en irais en psycho du sport. Puis je pensais pas vraiment que je serais là aujourd'hui, un jour, en train de vous jaser de ça. Euh, En fait, pendant que je coachais, je faisais des études en finance, fait que ça n'avait pas du tout rapport avec ce que je fais aujourd'hui. Mais ce qui me titillait toujours en coachant, c'était à quel point, dans le fond, la partie la plus délicate de notre tâche de coach, c'est l'aspect humain que moi je trouvais. C'était notre relation avec les athlètes. Puis par délicat, ben, ce que j'entendais, c'est que c'est souvent où on a peur de faire des gaffes ou on fait des gaffes ou est-ce qu'on voudrait pas en faire, puis après ça, on voit les conséquences. Parce que tout le monde est différent aussi. Fait qu'on coach, puis on a une approche avec un qui marche pas avec un autre ou avec une autre. Donc, tout ça que je trouvais quand même très délicat, puis je me sentais pas super outillée pour faire ça. Puis je vivais la même chose dans mon travail en finance aussi, que je me rendais compte que bien des gens dans le monde des affaires, ce qui était le plus délicat, c'est l'aspect humain. Fait que je me suis dit, je vais aller faire juste une petite parenthèse en psycho pour me sentir plus outillée dans mon rôle de coach. Puis finalement, vraiment, j'ai plongé dans le bain totalement. Euh, je me suis rendu compte que pour moi, ça allait vraiment une passion, tout l'aspect de la psychosportive que quand même je connaissais pas tant que ça. Je me suis rendu compte aussi, en creusant un petit peu plus le monde de la psycho sportive, qu'il y avait beaucoup à faire dans la relation entraîneur-athlète. Donc, on n'en connaissait pas tant que ça, qu'il en restait beaucoup à faire.
Et puis, quand je parlais de l'aspect délicat de la relation humaine, moi, je le vivais beaucoup à travers le feedback que je devais donner à mes athlètes. Donc, et surtout quand je devais donner du feedback négatif, qui est une grande partie de la relation entraîneur-athlète. Là. Les études montrent que c'est à peu près, vous passez à peu près 50% de votre temps à donner du feedback négatif à vos athlètes. Dans une slide, là, on va voir qu'est-ce qui rentre dans notre catégorie de feedback négatif, mais ça occupe vraiment une grande part de la relation entraîneur-athlète. Euh, c'est une partie, en fait, où est-ce qu'on dit aux athlètes qu'il y a quelque chose qui ne va pas et qu'ils doivent corriger quelque chose. T'sais, donc, des fois, c'est une petite chose, puis c'est pas trop compliqué à dire. Dire place ta main comme ça, tourne tes épaules. Bon, c'est pas la fin du monde. Mais des fois, soit la répétition des erreurs, soit des comportements qu'on souhaite changer. Donc, des fois, le feedback devient un petit peu plus délicat. Un petit peu plus porteur de conséquences potentielles. Puis là, pendant que je faisais mes études et que je fouillais dans la littérature, je me rendais compte qu'il y avait beaucoup de littérature sur le feedback positif. Donc, souvent, on nous encourageait à donner du feedback positif, à renforcer. Puis, la littérature nous disait d'essayer d'éviter le plus possible le feedback négatif, ce que je voyais pas comment c'était possible dans mon quotidien de coach. Je me disais, moi, là, il me semble que c'est ça que je passe mon temps à faire, donner du feedback négatif, puis que les athlètes en veulent. Dans le fond, les athlètes, ils ont un coach parce qu'ils veulent savoir qu'est-ce qui ne pas correct, qu'est-ce qu'ils peuvent améliorer. Donc, c'est comme ça que j'ai fait maîtrise doc postdoc en me spécialisant dans le feedback négatif qu'on donne aux athlètes. Et ça fait maintenant à peu près 15 ans là, que je fais des recherches sur le sujet. Fait que c'est ça que je vais vous Oui, partager aujourd'hui. C'est sûr qu'il va y avoir un aspect un petit peu plus théorique. Je vais essayer de vous j'ai faire oublié mon aussi cartable noir. pratiquer. Quand on se connecte, Reste des fois, on ne là. sait pas que je vais attendre un petit peu. Je te vois, puis Yannick pitonner, fait que j'attends que. Juste pour pas mettre personne mal à l'aise, là. Merci. Donc c'est ça. Bref, aujourd'hui, c'est ce que je vais vous partager. Vraiment, gênez-vous jamais pour lever la main, intervenir, poser des questions. Si vous êtes sceptique, content, pas content, vous découvrez quelque chose, vous n'êtes pas certain de ce que je dis, gênez-vous pas, ça rend ça pas mal plus fun que de parler toute seule. À un moment donné, je suis pas mal tannée de m'entendre à la fin d'une journée. Fait que gênez-vous pas pour rentrer dans la conversation. Donc, je vous disais qu'on allait voir assez rapidement ce qui était ce qui rentrait dans le feedback négatif. En fait, je vous apprendrai rien, là, je pense, sur ce diapo-là. Il n'y a rien qui va vous renverser complètement. Il y a deux types de feedback en coach, deux grands. Donc, c'est ce qu'on donne quand ça va bien puis qu'on veut renforcer certains comportements, certaines techniques, certaines façons de faire que l'on considère désirables. Fait que ça, c'est du feedback positif. Et puis, il y a ce qu'on appelle aussi du feedback négatif. Donc, qu'est-ce que c'est le feedback négatif? C'est quand il y a un écart entre ce qu'on voudrait voir puis ce qu'on voit en ce moment, où est-ce que les athlètes voudraient être, où est-ce qu'ils sont en ce moment, puis qu'on doit refléter cet écart-là, qu'on doit corriger quelque chose pour essayer de rapetisser cet écart-là entre où on voudrait être puis où est-ce qu'on est en ce moment. Donc, ça rentre dans le feedback négatif. Là, vous voyez les longs noms en haut, rétroaction orientée vers la promotion, vers le changement. Pourquoi ces longs noms-là? Ben, c'est pour nous aider à nous centrer sur l'objectif du feedback. Donc, dans le fond, quand vous donnez du feedback positif, ce que vous voulez, c'est faire la promotion de certains comportements. Quand vous donnez du feedback négatif, ce qu'on veut, dans le fond, c'est demander un changement. Okay? Donc, en appelant ça un feedback orienté vers le changement, je trouve qu'on reste axé sur notre objectif plutôt que d'y donner une étiquette négative. Moi, je pense que c'est pour ça aussi que dans la littérature, là, souvent, on disait d'éviter le feedback négatif. Mais si on parle de feedback orienté vers le changement, dans le fond, ce qu'on veut, c'est accompagner nos athlètes dans le changement. Fait que c'est pour ça qu'il y a un long nom. Aujourd'hui, on va parler surtout de feedback orienté vers le changement, mais je pourrais vous faire toute une aussi belle séance sur le feedback positif. C'est pas nécessairement plus simple à donner. Aujourd'hui, on parle de feedback négatif. Je vais commencer en vous faisant travailler juste un petit peu. Okay? Donc, notre premier exercice, c'est une petite réflexion en commençant. J'aimerais ça que vous réfléchissiez et que vous notiez sur un papier, c'est quoi les 3 phrases de feedback négatif ou de rétroaction orientée vers le changement que vous dites le plus souvent en coachant. Okay? Donc, ce que vous avez l'impression là, de répéter tout le long de vos entraînements ou qui revient souvent avec vos athlètes, ça peut être des petites phrases. Hein? Des fois, comme j'ai dit tantôt, là, tourne tes épaules, tourne tes épaules, tourne tes épaules, rentre ta main, ça, c'est du feedback négatif. On demande de changer quelque chose. Fait que juste de noter sur une feuille les 3 phrases de feedback négatif que vous dites le plus souvent en coachant. Fait que je vous laisse 1 ou 2 minutes
pour y penser. Peut-être qu'elles vous viennent facilement en tête parce que vous êtes tanné de les dire, ça se peut aussi. Comme je vous vois pas, je peux pas essayer de vous lire pour savoir si ça avait fini ou pas, mais je vais deviner. Puis Johan, t'es un peu mon baromètre. Fait que là, je vois que Johan a arrêté de bouger. Fait que je me dis peut-être que toutes les autres ont fini aussi. Donc, je vais continuer. Si je vais trop vite, je sais que des fois, c'est juste pas possible d'ouvrir la caméra. Là. Vous êtes des fois dans des contextes un petit peu compliqués. Puis j'apprécie que vous soyez là, peu importe. Fait que des fois, si je vais trop vite, puis que vous pouvez pas ouvrir la caméra, vous pouvez le dire dans le chat. Alors, aussi, je vais le voir popper, puis ça va. C'est un autre moyen de se parler sans problème. Donc, on va garder ces trois phrases-là de côté, puis on va en avoir besoin un petit peu plus tard. Ayez-les en tête aussi tout le long que je vais vous parler de feedback négatif. Ça peut être vos petits exemples à vous là, pour savoir de quoi je parle exactement. Donc, je vous ai dit que plutôt que de parler de feedback négatif puis de feedback positif, on a mis des longs noms là, de feedback orienté vers la promotion puis vers le changement pour se centrer sur l'objectif du coach qui le donne plutôt que de se centrer sur les conséquences potentielles. Souvent, quand on pense au feedback positif, parce qu'il s'appelle positif, bien, on pense que c'est facile à donner puis que ça mène à des conséquences positives. Quand on dit à un athlète que tout va bien puis qu'il fait du bon travail, ben, c'est le fun à donner, c'est le fun à recevoir, ça doit amener à des conséquences positives. Puis à l'inverse, on a souvent une petite réticence à donner certains feedbacks négatifs parce qu'on a peur des conséquences négatives qu'on s'imagine. Ça, c'est deux étiquettes qu'on leur donne. Ce que la science nous montre, c'est que les cas inverses sont aussi possibles. Les cadrans 2 et 3, là, pardon, les cadrans 2 et 4 sont aussi possibles. Donc, ça arrive qu'on donne du feedback positif et que ça mène à des conséquences négatives. Quand je dis que je pourrais vous en parler au moins une autre heure là, de ce qu'on trouve dans les recherches. Donc, des fois, on dit à nos athlètes que ça va bien. Puis de l'autre côté, il en sort des conséquences négatives, on trouve ça un peu bizarre. Mais de la même façon, le cadran 4 aussi, il est possible. Donc, on peut donner du feedback négatif à nos athlètes et que ça mène à des conséquences positives, en fait. Okay? Donc, on peut donner un feedback négatif, puis que de l'autre côté, nos athlètes sont encore plus motivés, qui s'améliorent rapidement, que notre relation avec eux, elle est renforcée, qu'ils se sentent plus compétents encore après notre feedback négatif. Donc, ça, c'est possible. Ça, on le trouve régulièrement dans nos travaux. Okay? Donc, c'est pour vous encourager, puis un peu pour renforcer le fait que c'est pas parce qu'on appelle ça du feedback négatif que dans le fond, il ne faut pas en donner. Vous me voyez venir que la différence, dans le fond, c'est vraiment dans comment c'est donné. C'est ça qui va faire toute la différence pour savoir dans quel cadran ici on va se trouver. Donc, ce qu'on souhaite, là, la plupart du temps, c'est que notre feedback positif et notre feedback négatif mènent à des conséquences positives. C'est pour ça qu'on enlève les étiquettes positives, négatives, qu'on parle plutôt d'orienter vers la promotion et orienter vers le changement. Donc, aujourd'hui, on va parler du feedback négatif qui mène à des conséquences positives. Donc, quand je vous dis que ça fait à peu près 15 ans là, que je creuse le sujet, c'est parce que c'est un grand terrain de jeu. Donc, on peut creuser longtemps pour en trouver. On a quand même réussi à trouver des ingrédients dans le feedback qui vont l'aider à amener à des conséquences positives. De façon générale, ce qu'on a trouvé, puis vous ne serez peut-être pas surpris non plus parce que c'est probablement quelque chose dont vous avez déjà entendu parler. Donc, on s'est rendu compte que notre feedback négatif, pour mener à des conséquences positives, ce qu'il devait faire, c'était contribuer à la satisfaction des trois grands besoins psychologiques de nos athlètes.
Je vais vous les répéter, je vais passer brièvement là-dessus. C'est surtout pour que vous ayez les ingrédients en tête avant qu'on aille dans les détails un petit peu plus précis. Donc, les trois grands besoins psychologiques de nos athlètes qui doivent être satisfaits à tous les entraînements, à tous les jours si possible, dans notre contexte et dans tous les autres contextes aussi de la vie de nos athlètes lorsque possible, sont leurs besoins de compétences, d'autonomie et d'affiliation sociale. Donc, ça, c'est les trois besoins qu'on doit avoir à satisfaire. Puis j'insiste sur le toujours parce que c'est plate, mais on ne peut pas vraiment se laquer là-dessus. Donc, on ne peut pas vraiment se dire, bon, que j'ai pris soin de ça la semaine passée, cette année, je vais laisser ça de côté, cette semaine, pardon, je vais laisser ça de côté. C'est comme une plante qu'il faut constamment arroser. Fait qu'il faut constamment satisfaire ces besoins-là. Puis le feedback négatif, c'est un outil. En fait, c'est pas quelque chose à faire attention. Bien au contraire, c'est un outil qui peut vous aider à satisfaire ces besoins-là de vos athlètes. C'est pour ça que je dis que ça peut mener à des conséquences positives. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire par le besoin de compétences? C'est le plus facile, là, dans le fond, c'est le besoin de se sentir bon dans ce qu'on fait. Fait que vos athlètes, quand ils viennent s'entraîner, ils ont besoin de sentir qu'ils sont capables de réussir ce que vous leur demandez de réussir, autant dans l'entraînement qu'à plus long terme. Sentir qu'on a des objectifs qui sont, oui, élevés, mais réalisables. Sentir qu'ils ont les outils, les ressources pour atteindre ce que vous leur demandez de faire. Fait que je le résume tout le temps, hein, le besoin de se sentir bon dans ce qu'on fait, puis vous avez le même besoin aussi comme coach. Donc, pour être heureux comme coach, pour avoir un bon entraînement, vous devez vous sentir compétent pendant que vous coachez. Donc, ça, c'est le besoin de compétence. Le deuxième, peut-être plus facile à comprendre, c'est le besoin d'affiliation sociale. Fait que vos athlètes, à chaque fois qu'ils se présentent à la piscine, ils ont besoin de se sentir connectés aux gens autour d'eux. Ils ont besoin de sentir que quand ils viennent s'entraîner, ils ont des relations interpersonnelles qui sont satisfaisantes. Donc, sentir que vous êtes important pour eux et qu'ils sont importants pour vous. Est-ce que ça veut dire que nos athlètes ont tous besoin d'avoir 1000 amis puis qu'il faut qu'on soit super proche de chacun de nos athlètes? C'est pas ça que ça veut dire. Okay? Ça veut dire qu'on sent qu'on fait partie d'un groupe, qu'on sent qu'on est important pour les autres, qu'on sent qu'on a une mission commune. Donc, ça veut pas dire que vous avez besoin de prendre une demi-heure pour jaser à chacun de vos athlètes à chaque entraînement. C'est impossible. Okay? Mais ça veut dire qu'on sent la connexion puis que votre athlète ne se sent pas comme juste un parmi tant d'autres. Okay? Qu'il y a une connexion. Donc, à chaque entraînement, l'idéal, c'est de trouver des façons d'établir cette connexion-là puis de la renforcer. Puis le dernier que je garde pour la fin, parce que c'est celui des fois qui est mal compris, là, c'est le besoin d'autonomie. Donc, lui, je le résume, c'est le besoin de sentir qu'on a les deux mains sur notre propre volant. Okay? Fait que ce n'est pas quelqu'un d'autre qui nous dit de tourner à droite, c'est nous autres qui choisissons de tourner à droite. Okay? Ça veut dire qu'on n'est pas un simple pion qui est contrôlé par notre coach pour atteindre ses objectifs à lui ou à elle, mais ça veut dire qu'on peut prendre des décisions, que je sens que je peux faire partie de la décision ou de la planification de mon entraînement, ma carrière. Je peux choisir mes objectifs. C'est moi qui décide d'agir. Est-ce que ça veut dire que tous vos athlètes sont libres de faire ce qu'ils veulent quand ils veulent? Pas du tout. Okay? Pas du tout. Ça veut dire que vos athlètes, ils comprennent pourquoi vous leur demandez quelque chose. Okay? Donc, ils choisissent d'agir dans la même direction de vous. Ça peut vouloir dire qu'on choisit d'être dépendant de quelqu'un, donc d'être dépendant de notre coach, parce qu'on a confiance en notre coach, on sait qu'on est aligné, on sait qu'on est connecté, on lui fait confiance. Et l'exemple le plus facile que je donne tout le temps, moi, je suis de façon très autonome, dépendante de mon plombier. Je n'ai absolument aucune envie d'apprendre à déboucher des tuyaux. Aucune envie. Je ne veux pas aller voir sur YouTube comment le faire. Je veux appeler quelqu'un puis il vient le faire. Mais je le choisis. Et je choisis. Je sais qu'il existe des vidéos sur YouTube et ça ne m'intéresse pas du tout. Donc, de la même façon, vos athlètes peuvent choisir de vous suivre dans vos entraînements, dans votre planif, dans ce que vous leur demandez de faire. Okay? Donc, ça, c'est le besoin d'autonomie, c'est pas le besoin d'indépendance, c'est pas le laisser faire. C'est juste sentir que j'ai les deux mains sur le volant, puis c'est moi qui choisis d'aller où je veux aller. Donc, ce que je vous dis, c'est que même si on donne du feedback négatif à nos athlètes, on peut les aider à se sentir compétents, autonomes et affiliés socialement, connectés à nous. Utiliser le feedback négatif pour les faire se sentir autonomes, compétents et puis connectés à nous. Donc, ça, c'est comme ce qu'on doit se rappeler quand on le donne. Puis moi, je vais vous donner des ingrédients plus précis, mais même si vous oubliez mes ingrédients précis et que vous vous rappelez de ça, on est sur la bonne voie. Okay? Ça veut dire que votre feedback va s'en aller dans la bonne direction.
Fait qu'on s'en va vers un autre petit travail de réflexion que je vais vous demander de faire, puis on va partager tout le monde ensemble aussi. Fait que soit à l'oral, soit dans le chat, c'est pour ceux que ce serait possible. Donc, j'arrête pas de vous dire que le feedback négatif peut servir à ça. J'aimerais ça qu'on réfléchisse ensemble à savoir c'est quoi les zones de danger, par exemple, quand on donne du feedback négatif. OK? Donc, qu'est-ce qu'on pourrait dire ou faire en donnant notre feedback négatif qui pourrait frustrer ces besoins psychologiques-là? OK? Donc, je viens de vous parler du besoin de compétences, affiliation, autonomie. Quand je donne du feedback négatif à mes athlètes, là, fait que quand je leur dis qu'il y a quelque chose qui va pas bien et qu'on doit changer, qu'est-ce que je pourrais peut-être dire ou faire qui pourrait faire qu'ils se sentiraient incompétents, rejetés peut-être, okay, ou qu'ils se sentiraient contrôlés? Ils sont l'inverse des trois besoins. Je vous laisse 1 ou 2 minutes pour y réfléchir. Ça peut être un exemple, ça peut être dire si genre, c'est vrai que si je le dis de telle façon, peut-être que. Okay, donc, je vous laisse quelques minutes pour y réfléchir. Puis après ça, on va le partager ensemble. Okay, donc, si vous n'êtes pas obligé de dire moi, j'ai déjà fait ça, si vous voulez le dire, vous pouvez, mais juste pensez à qu'est-ce que je préfère pour les faire se sentir incompétent, rejeté ou contrôlé. Okay. S'il y en a qui ont des exemples, soit nous partager avec le micro, c'est pas grave si vous n'ouvrez pas votre caméra ou dans le chat, pourquoi le feedback négatif, ça peut être un petit peu délicat, comme j'ai dit au début. Ben, moi, je peux me lancer au pire, là. Merci, Laurent. J'ai mis comparaison avec d'autres sur des points techniques ou sur quelque chose. Là, fait que là, on vient affecter la reconnaissance sociale puis la reconnaissance avec ses pairs. Fait que ça, je pense que ça peut être négatif sur la perception de l'athlète là, par rapport à ce qu'on lui dit, là. Excellent point. OK. Puis tu as relevé l'affiliation sociale. Fait que tantôt, je vous parlais d'avec le coach, mais avec les athlètes aussi, hein, entre eux. Fait qu'on peut venir frustrer ce besoin-là de connexion en les comparant aux autres. Puis on peut venir aussi frustrer le besoin de compétence en même temps. Donc, les faire sentir moins que les autres. C'est une bonne façon de les faire se sentir un petit peu ou beaucoup incompétents selon ce qu'on dit. Très bonne, euh, très bonne zone de danger ici que tu as relevé. Que vous voyez autre chose. Je vais continuer. J'ai mis être trop directif dans un relevé de tâches ou de problématiques, ce qui fait que si on lui ferme la porte à amener sa vision de l'exercice parfait ou de la réalisation parfaite, peut-être que ça va couper aussi son besoin d'autonomie. Hmm. Ça aussi, c'est un bon exemple parce que le besoin d'autonomie est moins facile des fois à trouver, hein. Comment est-ce qu'on peut le brimer? Pourtant, je me permets la parenthèse de dire que c'est le besoin qui est généralement le moins satisfait chez les athlètes. Quand on les mesure, le besoin d'autonomie, c'est toujours celui qui est le plus bas, même si on a plus de difficultés à trouver des exemples. Qu'est-ce que tu entends exactement, toi, par trop directif? Ben, si, par exemple, je sais pas, tel geste doit être fait de cette façon-là, puis on peut pas y déroger. Et en fait, juste de lui soumettre des options va faire qu'il va s'impliquer plus dans le projet, fait que ça va probablement avoir une réponse plus efficace. Mhm. Trop directif, trop ferme, un peu non négociable ou pas ouvert à la perspective. Et Exact. les autres, je me force pour pas le prendre personnel, là, en ce moment. C'est pas vrai.
Je laisse encore un petit 10-15 secondes où quelqu'un aurait où quelqu'un aurait le courage ou trouverait les doigts pour le mettre dans le chat. OK. Fait qu'on a déjà 2 zones de danger que vous avez identifiées. OK, donc, toi, Yannick, est-ce que tu en as qui te viendraient en tête? Je ne veux pas te mettre sur le spot. Tu peux me dire, laisse-moi tranquille. J'ai assez travaillé ce matin, puis il n'y a pas de problème. Ben, moi, je pense que mon premier réflexe était de penser à des rétroactions qui seraient directement reliées à de la performance ou du résultat. Fait que de dire t'es passé vite ou t'es arrivé X ou ça sans faire le lien nécessairement avec le processus. Fait que je pense que un résultat de juste le nommer pour le nommer, je pense que ça pourrait être une zone de danger, en fait. Là, Oui, puis tu le rattacheras à quel besoin? probablement de compétences parce que tu n'as assurément peut-être pas la performance ou le résultat que tu veux. Fait que je l'aurais associé à ça en premier, en fait. Là. Vraiment, puis c'est ce qu'on trouve aussi dans les études, que quand on donne un feedback qui est axé sur le résultat, en fait, on fait que grandir, accentuer la zone d'incompétence, dans le fond. Parce qu'on répète que l'écart est là sans donner l'outil ou le processus pour aller avoir un impact sur ce résultat-là. Donc, on provoque un espèce de sentiment d'impuissance en répétant le fait que l'objectif n'est pas atteint et que le résultat n'est pas là, sans donner les outils pour réduire cet écart-là. Effectivement. Fait que le besoin de Exact. compétences souffre dans ce temps-là. Puis le deuxième qui m'est venu, en fait, je ne sais pas si c'est dans la façon ou dans le type, mais c'était probablement de poser une feedback, mais sans nécessairement écouter la rétroaction, sans nécessairement écouter la réponse. Là. Fait que dans l'idée on veut connecter avec nos athlètes, fait que de dire quelque chose, mais peut-être de passer à ça sans savoir si c'est répondu ou non. Puis là, je serais peut-être dans l'affiliation, probablement de se sentir important. Fait que souvent, on donne de la rétroaction à gauche, à droite ou d'un bout à l'autre de notre plateau d'entraînement, de notre piscine, sans nécessairement avoir une réponse ou de dire Hey, je care vraiment. C'est peut-être juste quelque chose que j'ai vu. Il y en a qui peut être bon, hein, que ça soit d'un bout à l'autre, mais ça dépendrait quoi, j'aurais tendance à dire. Ça, c'est la deuxième chose qui m'ont venu vite. C'est plus dans, je sais pas si c'est dans la façon de faire, plus que dans le type peut-être, mais de s'assurer qu'on connecte au moment de la rétroaction, en fait. Oui, vraiment. Une question tant Mhm. de contenant que de contenu, là, si on veut, dans la Exact. façon de le faire puis de ce qu'on dit. Fait que lancer un feedback, mais sans avoir la perspective ou être capable d'aller sentir La réponse. la réponse ouais, ou la situation vécue. Oui, Exact. Vite, vite, là. merci. Bienvenue. Merci. Fait que vous allez voir qu'à date, ce qui a été soulevé fait vraiment du sens là, quand on va arriver tantôt à. C'est un peu les questions qu'on s'est posées là, quand je vous dis à travers les différentes recherches. Là, on a commencé par trouver qu'il fallait que ça satisfasse les 3 besoins, puis après ça, on a poursuivi en disant OK, mais comment est-ce qu'on peut satisfaire ces besoins-là, puis aussi qu'est-ce qu'il faut éviter de faire, puis on est vraiment aligné là, avec ce qu'on a trouvé au fil des études. Fait que quand je vous dis, si jamais vous oubliez tous les ingrédients séparés, mais que vous vous rappelez des 3 besoins, déjà, ça vous donne un bon guide de do's and don'ts. Si je sens effectivement que c'est une zone de danger pour les besoins, je vais essayer de me préparer mieux ou de le donner, de faire attention à la façon que je vais le donner. Mais ce que je vous posais après, puis là, peut-être qu'on peut le faire sans en période de réflexion, mais peut-être spontanément. D'abord, qu'est-ce que vous pensez qu'il faudrait faire si on peut en prendre un là, pour commencer? Quand j'ai un feedback négatif pour satisfaire le besoin de compétence, qu'est-ce que vous pensez que je devrais faire dans mon feedback négatif pour favoriser la satisfaction du besoin de compétence des athlètes? Fait que je suis en train de leur dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien, puis qu'il faut qu'on améliore quelque chose, mais je veux qu'ils sortent de notre échange en se sentant plus compétents qu'avant. Comment je pourrais faire ça? Là, la question, juste pour être bien sûr, là, sur une rétroaction, comment est-ce qu'on est capable d'avoir les trois dedans, les trois sphères?
Non, je vais plutôt un besoin à la fois juste pour qu'on lance des idées. C'est bon. Donc, si je veux aider mes athlètes à se sentir compétents, fait qu'on prend la première bulle, mettons, puis quand je donne du feedback négatif. Fait que je leur dis qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais je veux qu'ils se sentent compétents. Fait que ça peut sembler contradictoire, mais c'est possible. Qu'est-ce que vous pensez ou dans votre expérience quand vous avez donné du feedback négatif puis que ça a bien passé pour que les Je vais athlètes se sentent m'essayer. compétents? Est-ce que vous Oui. m'entendez? Oui, parfait. Ben, tu sais, des fois, de dire que la compétence recherchée, tu sais, c'est un niveau un petit peu plus élevé ou, tu sais, là, on est rendu un petit peu plus loin dans le processus, là, tu sais, là, pour faire sentir que c'est comme une étape supplémentaire, là, tu sais, si on veut, là, tu sais, qu'ils ont acquis, là, les choses précédentes, là, tu sais, là, ça que, tu sais, exemple, tu sais, là, telle affaire, c'est super bien. Fait que là, on est rendu à l'autre étape, puis là, il faudrait faire telle affaire, là, tu sais, là. Fait que peut-être comme ça, puis de souligner les choses qui sont bien faites aussi, là, tu sais, là, en tout cas, Mais de mélanger peut-être là, le positif qu'on voyait tantôt avec le plus négatif. ouais, non, super, Marc-André. Fait que le reconnaître ce qui est bien fait, puis un peu peut-être nommer l'objectif éventuel qu'on veut atteindre. Tu sais. Fait que là, ici, j'ai élevé la barre un petit peu parce que je sens qu'on est capable d'aller là. Donc, voici le prochain objectif plus élevé que j'aimerais qu'on atteigne. C'est ça? Sinon, moi, j'en ai peut-être un autre aussi. Oui. Ben, des fois, moi, en fait, quand je travaille avec mes nageurs, des fois, j'essaie de faire en sorte qu'ils trouvent eux autres mêmes la solution au problème. Fait que des fois, ils se mettent à trouver une solution au problème. Ça améliore le problème, mais ils n'ont pas encore trouvé, je pense, selon moi, la meilleure. Fait que des fois, je vais leur dire Hey, OK, tu as trouvé une solution. Fait que là, tu as réussi à améliorer ton problème, mais je pense qu'il y en a une autre encore mieux. Fait que là, je les laisse essayer de trouver. Comme ça, ils testent des choses dans l'eau, puis après ça, ben, eux autres, ils sont en train de justement réfléchir dans l'eau, puis se dire, OK, c'est moi qui ai trouvé la solution, puis qu'est-ce que je peux faire pour m'améliorer là-dedans. Ouais, Fait que merci, Derek. c'est un peu dans la négativité parce que oui, c'est un feedback négatif parce que tu n'as pas trouvé encore la meilleure solution. Mais par contre, ils se sentent compétents parce qu'ils sont dans le chemin pour le trouver en ce moment. Parce que je suis en train de leur guider en mode OK, ben, tu as trouvé une solution, c'est pas la meilleure, mais tu es là-dedans. Oui, il y a plein de choses dans ton intervention en plus sur lesquelles on peut sur lesquelles on peut rebondir. Fait qu'il y a la première chose qui est ben on commence à chercher une solution. Fait que dans mon feedback, il y a une recherche de solution. C'est vrai que cette recherche de solution-là, elle aide à se sentir plus compétent. Donc, on ne me pèle pas un problème sur les épaules. On est au contraire dans la recherche de solutions. Puis ça l'aide la satisfaction du besoin de compétences. Fait que je suis axée vers l'avenir, je suis en train de travailler, je suis en train de m'améliorer, je suis dans la recherche de solutions. Faire participer à la recherche de solutions, effectivement, ça aussi. Donc, je me sens compétent dans la recherche de solutions, puis guider. Tu sais, quand tu disais aussi, là, ben, je les laisse pas nécessairement partir pour faire n'importe quoi, là. Donc, je les guide vers, pour que lentement, mais sûrement, on s'en aille vers la solution la plus appropriée. Super, puis j'ajouterais même à ça que même si c'était pas ton objectif au début qu'on parlait de compétences, cette façon-là de faire que tu proposes aide aussi au besoin d'autonomie. Parce que je suis en train d'être à la recherche de ma solution. Donc, j'ai les deux mains sur le volant, là. Donc, je participe à la recherche de la solution. C'est sûr que comme coach, votre rôle, c'est de les guider aussi. Là. C'est pas n'importe quoi qui va fonctionner, puis vous le savez, mais ils sont en train de participer, donc ils sont pas en train de sentir qu'ils font juste répéter ce que vous leur dites de faire. Donc, ils rentrent, ils sont en train d'intégrer la solution que vous allez trouver ensemble. Fait que ça a touché à deux besoins, c'est super. Puis, si juste avant de passer à autre chose, si je vous disais, là, si on veut être sûr de maintenir la connexion, le besoin d'affiliation, qu'est-ce que je pourrais mettre dans mon feedback pour satisfaire le besoin d'affiliation sociale? Fait que pensez peut-être à une fois où vous avez demandé, vous avez parlé d'un problème, vous avez demandé à l'athlète de changer quelque chose, mais que vous aviez en tête l'objectif de maintenir cette relation-là de confiance, cette relation saine-là. Qu'est-ce que vous avez essayé de faire ou que vous auriez aimé faire ou qu'est-ce qui fonctionne?
Est-ce que dans la solution que Derek proposait, ça ne touche pas aussi ce besoin-là, dans le sens où je maintiens le discours et le dialogue entre les deux parties, entraîneur et entraîné, fait que là, j'alimente cette relation-là, là. Oui, puis ça peut être vu aussi par la suite comme une marque de confiance. Tu sais, donc, mon coach a confiance en moi, fait qu'on a une relation ensemble qui est saine, qui est basée sur la confiance. Fait qu'effectivement, que ça peut toucher à ça aussi. Et je vais vous laisser avec cette réflexion-là. Fait qu'on a fini pour aujourd'hui. Non, c'est pas vrai. On va passer maintenant. Je voulais qu'on commence à faire travailler notre cerveau un peu, là, à voir où est-ce qu'on s'en allait. Fait que c'est comme si je vous ai fait réfléchir à des ingrédients. J'avais vu aussi, je vais aller lire. Il y a la réponse de Jocelyne dans le chat. Fait que merci beaucoup, Jocelyne. Lui dire pourquoi ce geste, par exemple, engendre un résultat en deçà des attentes. Ensuite, comment et pourquoi le geste souhaité lui permettra de se rapprocher du résultat. Ah, Jocelyn, excuse-moi. Excuse-moi, Jocelyn. Il n'y avait pas de à la fin, j'ai halluciné. T'as bien fait de me corriger. Euh, donc, oui, fait effectivement, expliquer le pourquoi en arrière. Mais ça, en plus, là, expliquer le pourquoi, ça touche aux 3 besoins aussi. C'est ce qu'on voit, là, c'est que ça va aller expliquer le pourquoi. Ben, quand je comprends pourquoi je fais quelque chose, ça l'aide au sentiment de compétence. Okay? Donc, je comprends pourquoi je le fais. Le besoin d'autonomie, si je comprends pourquoi je le fais, je suis d'accord. Il y a plus de chances que je sois d'accord. Et si mon coach prend le temps de m'expliquer, encore une fois, c'est parce qu'il pense que ça vaut la peine de prendre le temps de m'expliquer et que comme humain, je peux comprendre et c'est une marque de confiance en même temps. Donc, expliquer le pourquoi en arrière de notre demande, expliquer l'écart qui existe actuellement. Donc, ça aussi, ça va aller aider aux 3 besoins. Fait que, merci beaucoup, Jocelyn. Donc, c'était on a entamé la réflexion ensemble. Maintenant, je vais aller vous présenter dans nos études. Là, on a identifié 6 caractéristiques. Okay? Fait que là, on y a réfléchi ensemble, puis vous allez voir qu'il y a plein de choses que vous m'avez nommées qui se retrouvent dans ces 6 caractéristiques-là. Je vous les nomme tout de suite, puis après ça, on va aller les creuser un petit peu, les voir un petit peu plus en profondeur. Donc, les 6 caractéristiques que notre rétroaction orientée vers le changement doit avoir pour mener à des conséquences positives et donc satisfaire nos 3 besoins, compétences, autonomie, affiliation sociale. Premièrement, c'est qu'on doit prendre le temps de reconnaître les obstacles et les difficultés vécues par l'athlète. Donc, ça, c'est prendre le temps d'aller chercher sa perspective ou de démontrer qu'on comprend sa perspective. Et donc, on comprend ce qui se passe dans son maillot de bain en ce moment, ce qui s'est passé pendant l'entraînement, ce qui s'est passé pendant la course, ce qui se passe de ce temps-ci. Donc, je suis capable d'aller me mettre à sa place dans ses gougounes pour voir qu'est-ce qui se passe en ce moment, puis pourquoi on est arrivé à ce résultat-là ou pourquoi on est arrivé à ce comportement-là. Peu ce que Yannick a dit quand il a nommé la zone de danger, de parler du résultat. Bien, ce qu'on veut ici, c'est pas parler du résultat, mais c'est prendre le temps d'aller décrire le problème. Okay? Donc, voici ce qu'on observe. Donc, que ce soit descriptif. Okay? Donc, qu'est-ce que j'observe? Pourquoi c'est un problème? Ça a l'air facile comme ça, mais vous allez voir que dans certaines situations, ça nous demande comme coach de vraiment réfléchir dans le fond à c'est quoi le problème. Okay? C'est quoi vraiment en arrière le problème? Pourquoi on ne peut pas faire ça comme ça? Pourquoi je ne peux pas tolérer tel comportement? Pourquoi il faut qu'on change tel aspect de notre entraînement? Il faut vraiment se poser la question sur, dans le fond, c'est quoi le problème en arrière? Parce que la réponse n'est pas juste ici, on ne peut pas tolérer ça. Donc, il faut se demander, mais pourquoi exactement ça pose problème, ça? Le 3e et le 4e, là, sont liés ensemble. Donc, c'est d'offrir des pistes de solutions. Donc, de ne pas juste pelleter le problème, mais d'offrir des trucs. Le point 4, il y a quelqu'un qui me l'a nommé tantôt, c'est et lorsque c'est possible, d'offrir plusieurs options. Okay? Donc, c'est quand Johan a dit ne pas être trop directif, parfois, c'est ça que ça rejoignait. Et donc, être capable de donner des options lorsque c'est possible. Des fois, il n'y en a pas. Des fois, il n'existe pas 12 façons de faire. Mais s'il en existe plus qu'une, être capable d'en proposer plusieurs. Le 5e, c'est ce que Jocelyn vous a nommé, dans le fond, c'est de Jocelyn et puis l'autre personne qui est intervenue aussi avant, donc de nommer l'objectif. Okay? Donc, pourquoi est-ce que je te demande de faire le changement que je te demande de faire? Et le dernier, qui semble évident, mais qui n'est pas toujours facile, surtout sur le bord d'une piscine, okay? Donc, c'est d'être capable d'utiliser un ton de voix respectueux. Okay, quand on le donne. Donc, l'inverse du respectueux qui ressort beaucoup dans nos études, c'est le crier. C'est pour ça que je dis que c'est difficile sur le bord d'une piscine. Okay? La réalité sur le bord d'une piscine, c'est qu'il y a du bruit en titi, puis que notre voix a de la misère à se rendre à nos athlètes. Okay? Ça, c'est la vraie réalité. Fait que c'est un défi quand même d'être capable de transmettre cette chaleur et ce respect-là dans le contexte dans lequel vous entraînez. Okay? Donc, ça, je le reconnais, puis on va voir tantôt
c'est de voir des exemples aussi de ce qu'on entend vraiment par un ton de voix qui est activement respectueux. Fait que pas juste neutre ici. Fait qu'il faut vraiment que ce soit activement respectueux. Oui, Maria. Est-ce que ça se peut que la solution, ça soit en fait diminuer un peu nos attentes pour une période pour après ça revenir vers notre objectif comme initial, notre but, là, Pour pallier à quel problème, admettons, qu'est-ce que tu veux dire quand tu parles de la solution? Est-ce que tu parles du bruit sur le bord de la piscine ou tu parles d'autre chose? Non, mais justement, dans un feedback, parfois, moi, ça m'est arrivé je voulais qu'un athlète réussisse quelque chose, mais j'ai dû finalement lui dire de réussir juste comme la moitié de ce que je lui demande, mais que cette partie-là, il la réussisse encore mieux pour qu'il puisse continuer sa course plutôt que de vraiment essayer vraiment tout ce que je lui demandais parce que c'était un peu trop d'un coup. Tout à fait. Puis ça, c'est dans le 5, là, le nommer l'objectif. Ça, là, il y a une grande partie de l'art du coaching que j'appelle moi qui rentre là-dedans. C'est dans nommer l'objectif, dans le fond, c'est pas se rappeler, ah, tu te souviens-tu, en début d'année, tu visais tel temps à telle distance. C'est pas ça ici, nommer l'objectif, là, c'est d'être capable de, comme coach, de décortiquer où on veut aller en plus petits objectifs, puis être capable de nommer à notre athlète, c'est quoi le prochain objectif. Je te demande de faire ça parce que ce petit changement-là va nous permettre de faire ça et éventuellement, on va se rendre au grand objectif. Mais tu as 100% raison, Maria, ça, c'est une grande partie de l'art du coaching, d'être capable de savoir c'est quoi la prochaine étape atteignable pour cet athlète-là. Si l'objectif qu'on s'attend de lui est un objectif que l'athlète perçoit comme irréalisable, pensez à son besoin de compétences. Okay? Donc, il ne sera pas mobilisé à faire le changement que vous demandez s'il a l'impression qu'il ne l'atteindra pas ou s'il se donne 1 an pour l'atteindre. Ben, pourquoi est-ce qu'en ce moment, dans mes 10 prochaines longueurs, je mettrais tant d'efforts là-dessus là, si j'ai 1 an pour atteindre ça? Mais si on est capable d'avoir, c'est quoi que je veux que tu sois capable de réussir là, puis que c'est atteignable, bien là, c'est mobilisant, puis on va se sentir capable de l'atteindre, donc on va se sentir compétent, puis ça va être stimulant même. Donc, puis là, juste pour vous, pour être certain que vous êtes vraiment convaincus, ça, c'est certaines des conséquences qu'on a observées dans nos études, là, quand le feedback était donné de cette façon-là, bien, ce qu'on observait chez les athlètes, fait que vraiment, encore une fois, mesuré, puis on l'a mesuré plein de fois là, dans les dernières années avec différents types d'athlètes dans différents sports, bien, c'est une augmentation de la motivation, une augmentation du bien-être, donc un bien-être physique, un bien-être psychologique des athlètes, une meilleure estime de soi, la satisfaction des 3 besoins que je vous ai nommés tantôt et une amélioration des performances. Okay? Donc, ça, c'est juste ma slide pour vous dire, soyez rassurés, ça marche. Okay? Donc, ça vaut la peine de faire l'effort, de mettre ces 6 caractéristiques-là en place parce que ça marche de façon régulière. Là, vraiment, je vous dis, je prendrais pas de votre temps ce midi si je n'étais pas convaincue que ça pourrait faire une différence dans votre quotidien. Donc, ça, c'est quelques-unes des conséquences positives qu'on a trouvées. Fait que, tu sais, je vais juste revenir pour vous rappeler, on est en train de dire à nos athlètes qu'il y a quelque chose à corriger, qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, et pourtant, ils en ressortent avec une motivation plus grande, un bien-être, une estime de soi, puis leurs besoins satisfaits. Fait que, tu sais, quand on a l'impression que le feedback négatif, c'est important, là, puis qu'il ne faut pas l'éviter, c'est important. Okay? À l'inverse, les athlètes qui n'en reçoivent pas, souvent, sont des athlètes qui vont se sentir pas importants pour leur coach. Fait qu'ils vont dire, s'il ne prend pas le temps de me regarder et de me corriger, c'est parce que je ne suis pas assez important pour lui ou pour elle. Fait qu'on a le besoin d'affiliation qui est affecté. Souvent, ces athlètes qui vont se sentir incompétents quand ils ne reçoivent pas de feedback négatif parce qu'ils voient bien, eux autres aussi, là, qu'il y a quelque chose qui marche pas, qui ne s'améliore pas, qui n'atteint pas les objectifs, mais ils n'ont pas les outils pour le faire. Okay? Donc, ils peuvent se sentir incompétents. Et ils peuvent se sentir aussi contrôlés parce que dépendants des autres pour arriver à être bons. Tandis que si on leur donne des trucs, si on leur donne les outils, ils ont un objectif pour s'améliorer, puis c'est comme si ça nourrit d'optimisme et d'espoir. Okay? Donc, c'est important le feedback négatif. Il ne faut pas en avoir peur, mais il faut le donner de la bonne façon. Allons voir un petit peu plus près nos 2 premières habiletés. Fait que reconnaître les obstacles et les difficultés, puis décrire le problème. On va les voir ensemble dans des petites BD. Donc, j'ai des BD pour vous qui ont lieu dans différents sports. Là, fait que c'est pas nécessairement des BD en natation. Là, le contexte, ils ont été faits de façon générale. Et vous allez voir à gauche, c'est une façon peut-être un petit peu plus traditionnelle qu'on pouvait avoir de donner du feedback négatif. Puis à droite, ça va être le même feedback négatif qu'on va donner, mais en utilisant ces deux habiletés-là. Donc, si on prend le temps de reconnaître les obstacles et les difficultés et de décrire le problème, de quoi ça pourrait avoir l'air. Okay? Donc, dans notre première diapo, à gauche, le coach dit
Ah, toi, tu es tellement susceptible, là. Plus vite tu vas oublier ces commentaires-là, mieux ça va aller, là. Concentre-toi maintenant. OK? Donc, on a un athlète qui était déconcentré, probablement qui s'est obstiné soit avec un autre athlète, un coach, un officiel. Il est déconcentré, puis le coach, c'est ça qu'il dit. OK? Donc, tu es tellement susceptible, plus vite tu oublies les commentaires, mieux ça va aller. Là, concentre-toi. Si on le fait d'une autre façon, à droite, donc en reconnaissant les obstacles, les difficultés, puis en prenant le temps de décrire le problème, donc on pourrait dire les commentaires de Martin suite à ton saut semblent avoir été déstabilisants. C'est certain que c'est difficile de se concentrer après un tel échange. Le problème maintenant, c'est qu'il ne reste plus beaucoup de temps avant de te lancer en piste. OK? Fait que quand je vous dis que ça prend quand même le temps de bien identifier le problème ici avec le fait que notre athlète est déstabilisé, okay? Si on avait tout le temps du monde, on pourrait dire, là, va marcher, va prendre une gorgée d'eau, calme-toi, reviens quand tu es prête. Si on n'a pas tout ce temps-là, okay? S'il faut qu'on aille en piste, on en a un problème. Okay? Le problème, c'est qu'on n'a pas tout le temps du monde. Ça peut être la même chose avec un entraînement qui va prendre fin. Ça peut être la même chose avec une épreuve qui s'en vient. Okay? Donc, si c'est ça l'exemple, tu es déstabilisé, je le sais, puis je sais que c'est difficile. Le problème, par exemple, c'est qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps. Ça se pourrait qu'on aille à continuer vers d'autres habiletés pour l'aider à trouver une solution. Ça se pourrait aussi que dans certains cas, juste en reflétant ça, notre athlète soit capable de corriger la situation, c'est-à-dire de se reconcentrer et d'aller se mettre en piste. Okay? Parce qu'on a reconnu la situation, parce que le fait de reconnaître les obstacles et les difficultés vient souvent apaiser quelque chose chez les athlètes, qui après ça les rendre plus réceptifs ou plus disposés à trouver la solution aussi au problème. Un autre exemple du même genre, avec les mêmes habiletés. Là, on a un athlète qui a peur, okay, de faire quelque chose. Fait que ici, ce serait de sauter sur la boîte, mais ça peut être pensé à plein d'autres affaires. Puis on dirait, ouais, go, qu'est-ce que t'attends? Okay. Comme coach, on a tout à peu près déjà dit quelque chose dans le genre. Okay? Fait que moi, je peux plaider coupable d'avoir déjà commis ce crime-là quand je coachais. Okay? Donc, ici, il n'y a rien de mal. On n'est pas dans de la grande torture d'athlète. C'est pas ça qu'on dit. Mais on est capable de faire mieux. Okay? Donc, à droite, si on faisait mieux, ça prend du courage pour sortir de sa zone de confort. En même temps, tu es prêt pour essayer ça aujourd'hui, puis je vois le temps passer. Okay? Donc, ici, on a une autre façon. Je prends le temps de reconnaître quand même. Ça prend du courage là, en ce moment. Ce que je te demande, c'est que ça prend du courage. Je sais que tu es prête pour essayer ça, puis je vois le temps passer, par exemple. Ici, il y a une petite nuance que j'aime beaucoup dans ce feedback-là. Là. Si vous regardez la deuxième phrase, oui, vas-y, Yoann. Si je regarde tes bonhommes, il y a aussi une différence d'attitude, là, je pense. Là. C'est dans la façon dont Oui. tu transmets ton message. Oui, j'essaie de mettre dans les BD le ton respectueux, le 6. Fait que le ton respectueux est dans le ton de voix, il est dans le non-verbal, effectivement. Fait que comment est-ce qu'on peut être activement caring, là, en bon français, là? Fait que montrer que je suis là, là. Je suis Ça là revient, avec toi. ça revient sur le contenu puis le contenant là, dont on discutait au début, là, mais ça joue aussi. Là. Oui, oui, ça c'est vrai tout le temps. C'est vrai dans toutes nos relations interpersonnelles là, qu'il y a beaucoup de messages qui passent par comment on est. Okay? Donc, tout à fait. Si on dit la même chose avec la face de gauche. Puis ici, j'ai volontairement mis cette différence-là dans les BD parce que c'est une BD. Fait que pour la rendre un peu vivante, là, pour que vous voyez comment est-ce qu'on, dans notre attitude, il y a quelque chose qui fait la différence. Puis ici, ce que je m'en allais dire comme petite nuance, si vous regardez la deuxième phrase, elle commence par en même temps, okay? Puis c'est pas naïf. Okay? Qu'est-ce que vous auriez eu tendance, si vous l'aviez dit spontanément, qu'est-ce que vous auriez mis à place? Comment vous auriez commencé votre deuxième phrase? Probablement avec un mais. Okay? La plupart du temps, là, ce genre de phrase-là, on dirait ça prend du courage pour essayer, ça prend du courage pour sortir de sa zone de confort, mais je le sais là, que tu es prêt, puis je vois le temps passer. Mais il y a une grosse différence, ça c'est quelque chose qu'on se rend compte quand on interviewe des gens dans nos études, qu'il y a une grosse différence entre le mais et le en même temps. Parce que le mais, ce qu'il vient faire souvent, c'est qu'il vient scraper tout ce qu'on a fait de bien avant. T'sais, donc, on a pris le temps de reconnaître les obstacles, les difficultés. Puis quand on met un mais, les athlètes ils perçoivent un peu comme si on disait, mais je m'en fous, fais-le. Fait que je sais que ça prend du courage, mais fais-le. Okay? Alors que c'est pas ça ce qu'on veut dire nécessairement. T'sais, ce qu'on veut refléter comme réalité, c'est que ça prend du courage et qu'on n'a pas tout le temps du monde pour le faire. Encore une fois, si j'avais tout le temps du monde pour le faire, je pourrais te laisser tout le temps du monde pour trouver ton courage, puis tu pourrais retourner chez toi aujourd'hui sans avoir sauté sur la boîte. Puis tu pourrais revenir une autre fois, mais c'est pas ça la réalité. Et la réalité, c'est qu'aujourd'hui, on voulait accomplir ça, probablement parce que demain, on avait autre chose qu'on voulait accomplir. Okay? Donc,
On n'a pas tout le temps du monde. Fait que cette petite nuance-là, là, je vous invite à essayer de la mettre dans votre vocabulaire quand vous pouvez changer le mais par le en même temps. Vous allez voir que ça fait vraiment une différence dans la façon d'être sincère, d'être perçu, en fait, comme sincèrement empathique. C'est des petites différences de langage, des fois, qui vont faire une grande différence. Oui, Maria. Il y a aussi le mot, je trouve, essayer plutôt que faire. Ça donne l'indication que c'est une tentative. T'as Si bien tu le raison. réussis, c'est tant mieux, puis on va continuer après avec d'autres choses. Mais si tu le réussis pas, c'est pas grave, on peut encore l'essayer. T'as tellement raison que tu vois, j'avais même pas remarqué en choisissant le mot, fait que j'aime ça ce que tu me reflètes, que ça transmet un message assez différent face à nos attentes. Fait que j'ai pas l'attente nécessairement que tu le réussisses, mais j'ai l'attente que tu l'essayes aujourd'hui. Vraiment une belle petite nuance. Je vais peut-être l'utiliser maintenant quand je vais présenter cette BD-là, si tu me le permets. Je te citerai. Je dirais que ça vient de toi. Donc, oui, effectivement, une belle petite nuance dans le langage. Fait que ça, c'était pour nos 2 premières habiletés. Et puis, cette habileté numéro 1, là, quand je vous disais qu'elle sert comme à apaiser quelque chose un peu, là, la phrase que j'aime bien utiliser, c'est de dire on ne peut pas parler à la tête quand le cœur est plein. Okay? Donc, vos athlètes, là, souvent, c'est ça. S'ils sont pris dans une émotion négative, puis vous essayez de les raisonner, là, le canal est bouché. Okay? Donc, ce qu'on veut, à chaque fois que vous voulez parler à la tête, c'est de vous assurer que le canal est là. C'est une façon de le déboucher, juste reconnaître les sentiments ou la perspective. Ça vient apaiser le cœur, puis là, ils deviennent disponibles pour entendre ce que vous avez à dire. Fait que remarquez là, le nombre de fois que, soit en coachant ou soit dans votre vie personnelle, là, tant qu'on prend pas, s'il y a quelqu'un qui nous parle du cœur, qu'on essaie d'aller parler à la tête, tout ce qu'ils vont faire, c'est nous répéter la même chose. Okay? Le canal est bouché. Fait que d'aller apaiser, ça donne la place au message à passer. Donc, on passe à nos habiletés 3 et 4 avec d'autres petites BD. Donc, c'était celles qui, on offrait des trucs, des pistes de solutions, puis quand on peut, on donne des choix. Une des postures qui nous aide, je trouve, pour ça, c'est de prendre pour acquis que si nos athlètes le font de cette façon-là, qui n'est pas la façon optimale, c'est probablement parce qu'ils ne savent pas comment le faire autrement. S'ils étaient capables de bien le faire, ils le feraient. Okay? S'ils savaient quoi faire, ils le feraient. Même si vous me dites, c'est pas vrai, il sait quoi faire, ça fait 100 fois que j'ai dit, rares sont les gens qui souhaitent faire 100 fois la même erreur. Okay? Habituellement, c'est parce qu'on ne sait pas comment faire autrement. Puis ça, si on est capable de se mettre dans cette posture-là comme coach, on coach un peu autrement, puis on donne notre feedback un peu autrement. Okay? Parce qu'on est moins irrité, moins sur la défensive et plus dans la recherche de solutions. Okay? Donc, c'est pour ça que les habiletés 3 et 4, là, de donner des pistes de solutions sont aussi importantes parce que s'ils savaient comment le faire mieux, ils ou elles le feraient. Donc, ce qu'on veut, c'est les aider à essayer de faire mieux. En leur donnant des pistes de solutions, ce qu'on est en train de faire aussi, c'est de mettre l'attention pas sur les erreurs sur ce qui vient de se passer, mais de mettre l'attention sur qu'est-ce qu'on peut faire à la place, sur qu'est-ce que je peux apprendre de ça. Okay? Donc, on est en constant apprentissage avec nos athlètes. Donc, on leur donne des trucs pour les aider à s'améliorer constamment. Si ça fait 100 fois qu'on le dit, c'est parce qu'il y a vraiment un nœud dans l'apprentissage. Puis, on va essayer, comme coach, de trouver la façon d'aller défaire ce nœud-là plutôt que de penser que c'est parce qu'ils sont mal intentionnés, pas motivés, pas concentrés. Okay? Donc, comment je peux aller les aider à défaire ce nœud-là, puis en donnant des trucs, je suis sur des comportements alternatifs dans le futur, je ne suis pas sur le passé, puis je suis en train de stimuler un processus d'apprentissage. Donner des choix de solutions, bien, vous l'avez nommé vous-même tantôt, ça augmente l'efficacité de la rétroaction. Il y a plus de chances que notre feedback fonctionne si je suis capable de donner plus qu'une solution parce que tous nos athlètes sont différents. Okay? Et ils sont différents de vous. Donc, peut-être qu'il y a une solution qui fonctionne pour vous qui n'est pas la même solution qui marcherait pour vos athlètes. Plus je suis capable de donner de solutions, plus il y a de chances que ça marche. Et je suis en train de soutenir le besoin d'autonomie de mes athlètes en faisant ça pour qu'ils choisissent la solution qui leur convienne mieux. Une petite BD pour nous aider à voir ça. Donc, à gauche, si je dis la façon dont tu as terminé la partie était inacceptable. Donc, si je pèle le problème, je ne suis pas en train de donner des solutions. Si je vivais plutôt avec des pistes de solutions pour se tourner vers le futur, ça peut être difficile de maintenir un haut niveau d'énergie jusqu'à la fin des parties. Fait que ça, on a un petit peu de notre habileté 1, hein, reconnaître les difficultés, les efforts. Souvent, ça aide de penser au prochain jeu seulement, un à la fois. Okay? Donc, je suis dans une piste de solution possible, puis j'essaie d'en donner une autre. Il se peut aussi que tu aies besoin de manger en milieu de partie. Okay? Mettons qu'on avait une athlète qui avait un problème de concentration ou autre. Okay? Donc, ça se peut aussi que tu manquais de glucides pendant ta partie. Un autre exemple,
Donc, au lieu de dire, tu ne soucies vraiment pas de la fluidité de tes bras, là, je ne sais plus comment te le dire, force-toi un petit peu. Là. Comment est-ce que je peux faire? Donc, ça semble vraiment difficile de maintenir la fluidité au niveau des bras. Peut-être que ça pourrait aider de te concentrer sur tes abdominaux afin d'avoir une meilleure stabilité. Tu pourrais aussi simplement te laisser bercer par la musique. Donc, c'est un exemple en pâte artistique, là, donc on est dans la fluidité, mais vous voyez l'objectif, si je suis capable de donner plus qu'une solution, je vais aller donner plus qu'une solution. On arrive maintenant à notre habileté 5. J'y vais à un rythme pour nous assurer qu'on aille au moins voir nos BD jusqu'à la 6e, puis qu'après ça, je laisse partir à l'heure. Donc, notre 5e qui était de nommer l'objectif. Donc, et de ça qu'on a ajouté d'être capable de nommer vraiment le prochain petit objectif à atteindre, pas nécessairement notre grand objectif annuel. Donc, John, je te l'ai dit, puis je te le répète, tu dois maintenir chaque mouvement au moins 3 secondes, sinon tu vas perdre des points en compétition. Ici, je suis sur le résultat, OK? Sinon, tu vas perdre des points. La menace ici, c'est le résultat, c'est les points, je ne suis pas sur le processus. Donc, si je vais nommer l'objectif, donc pour ta prochaine routine, essaie de te concentrer sur ta respiration plutôt que de bloquer ton souffle. Ça va te permettre de maintenir chacun de tes mouvements plus longtemps. Fait que je ne suis pas dans les points ici. L'important, c'est qu'on arrive à maintenir chacun de nos mouvements, de montrer nos positions. Pour faire ça, je te propose de te concentrer sur ta respiration. OK? Donc, je nomme l'objectif. Pourquoi je te demande de te concentrer sur ta respiration? C'est pour maintenir chacun de tes mouvements plus longtemps. OK? Ça, souvent, l'objectif, vous, comme coach, vous l'avez dans votre tête. Vous savez pourquoi vous demandez de rentrer la main là, de tourner les épaules, de regarder à tel endroit. Mais il faut s'assurer que les athlètes le connaissent aussi pour leurs besoins d'autonomie. OK? Pour qu'ils disent, ah, c'est vrai, ça a bien de l'allure, je vais essayer de le faire. OK? Je ne fais pas juste le faire parce que mon coach me le demande. Et finalement, le ton de voix respectueux. Quand je vous ai dit activement respectueux, donc on veut un ton de voix qui est respectueux, bienveillant de toute notre posture corporelle. Le but avec ça, c'est de prévenir des émotions qui ne sont pas le fun à ressentir et qui peuvent venir interférer avec le message. Si je ne me sens pas bien quand tu me donnes mon feedback, je ne suis pas en train de t'écouter, je suis en train de gérer mes émotions. C'est ça que je suis en train d'essayer de faire. Donc, par exemple, si je donne mon feedback devant tout le monde, alors que ce serait un feedback qui serait peut-être plus sensible, des fois, il y a des corrections qu'on donne en plein entraînement. C'est bien correct, mais si vous sentez que c'est un feedback qui serait peut-être plus privé, qu'on le donne publiquement, on peut faire ressentir de la honte à notre athlète. Ça peut représenter une forme de menace, donc il sent que sa valeur, elle est menacée. Personne qui est à son meilleur quand il est honteux ou qui se sent menacé. Okay? Vous non plus. Donc, la même chose pour nos athlètes. La même chose que si on donne un espèce de feedback quand ça fait 100 fois que je te dis, on en a parlé hier, puis je t'en reparle encore aujourd'hui. Tout ce qu'on fait, c'est que nos athlètes se sentent coupables. Okay? Donc, ils ne sont pas en train de trouver une solution, ils sont en train de se sentir coupables. On ne peut plus rien faire pour ce qui s'est passé hier, avant-hier. Ce qu'on peut faire, c'est à partir de maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Donc, c'est tous des sentiments qui vont aller distraire l'athlète plutôt que de le rendre attentif. Et donc, je vais finir avec les BD pour ces caractéristiques-là, puis après ça, vous laissez aller. Donc, à gauche, c'est pas une bonne stratégie de garder ton plongeon le plus difficile pour la fin. On en a parlé pendant 1 heure l'autre jour. D'autre façon de le faire. Tu as décidé de garder le plongeon avec le plus haut niveau de difficulté pour la fin de la routine. Cette stratégie est trop dangereuse parce que ton niveau d'énergie est rendu bas à ce moment-là. OK? Donc, ici, il y a le message, mais il y a comment on est. Il y a quelque chose de caring. Okay? Je trouve ça dangereux pour toi quand tu gardes ton plongeon le plus dangereux pour la fin. Okay? On a un peu de l'objectif. C'est pourquoi, en fait, je te demande de faire une autre liste de plongeons. C'est pour ça, quelque chose dans la façon d'être. Et finalement, tu oublies toujours de pointer tes pieds. Va voir la vidéo, là, les orteils d'Étienne, c'est ça que je veux voir. Tantôt, Johan nous a parlé de comparaison. Okay? Va voir Étienne, lui, il le fait bien, okay? Mais pas toi. Comment est-ce qu'on peut faire mieux? Sur ce dernier plongeon, tu as quitté la plateforme avec tes orteils bien pointés. Nous devons maintenant trouver une façon pour qu'il reste jusqu'au moment où tu entreras dans l'eau. Okay? Donc, plutôt que d'être dans la comparaison, on y va avec une solution et ça d'une façon respectueuse. Donc, je vous avais demandé au début vos 3 phrases de rétroaction. Okay? Si on avait eu le temps, on les aurait retravaillées ensemble pour inclure les caractéristiques. Là, je vois l'heure puis je veux vous laisser aller. Fait que je vous le propose comme réflexion là, à partir de maintenant pour appliquer ce qu'on a appris ensemble. Donc, les 3 phrases que vous dites le plus souvent, est-ce que vous seriez capable de les améliorer un petit peu en intégrant certaines des caractéristiques? Okay? Vous n'êtes pas obligé de mettre les 6 caractéristiques à chaque fois que vous parlez, là, sinon vous allez être un coach monologue. Là. Vous allez parler longtemps en titi. Okay? Donc, c'est pas ça le but. Impossible de mettre les 6 à chaque fois, mais c'est des outils. Okay? Donc, le but, c'est que votre coffre à outils de feedback soit bien rempli.
Comme ça, quand vous avez à donner un feedback, bien, si vous avez besoin d'un tournevis, il y a un tournevis dans votre coffre à outils. Si vous avez besoin d'un marteau, cette journée-là, il existe un marteau. OK? Donc, utilisez les habiletés que vous sentez les plus à l'aise, essayez d'améliorer les autres, essayez de lire celles qui s'appliquent le mieux à la situation. Puis des fois, quand c'est des sujets un petit peu plus sérieux ou lourds qu'on doit aborder, bien, peut-être qu'on peut se préparer au feedback qu'on va donner en ayant près de nous les 6 caractéristiques. Okay? Donc, une espèce de préparation mentale pour les coachs aussi. Là, je dois aborder un sujet un petit peu plus lourd, délicat. Si j'ai à côté de moi ces 6 caractéristiques-là, ça va aider mon message à passer. Donc, ici, c'est le petit aide-mémoire. Comme je vous ai dit, le but aujourd'hui, c'est un petit touch and go. Là, on a vu les 6 caractéristiques. On pourrait en parler plus longtemps et les pratiquer davantage, qu'on n'a pas le temps de faire en 1 heure. Mais je voulais que vous les ayez dans votre coffre à outils. Je vais vous envoyer, vous allez avoir un document résumé là, de la conférence aujourd'hui où est-ce qu'il va avoir ces caractéristiques-là, entre autres. Là. Donc, vous allez les avoir sous la main pour l'avenir. Et puis, vous avez ici mes coordonnées. Donc, gênez-vous jamais pour m'écrire si vous avez des questions à propos de n'importe quoi là, sur ce sujet-là. Ça me fera plaisir d'échanger avec vous. Et puis, moi, je vais être probablement la dernière avec Annick à me déconnecter là, de la rencontre. Fait que si jamais vous voulez rester et me poser des questions, je suis là. Puis ceux qui doivent quitter, j'ai fait une petite fin avec mon ton le plus rapide que je suis capable de parler pour que vous ayez les 6 caractéristiques en main avant de quitter. Donc, ceux qui doivent quitter, je vous remercie d'avoir été là ce midi. S'il y en a qui ont des questions, je suis là. Fait que gênez-vous pas pour me les poser. Good. Merci beaucoup, Joël, par rapport à ça. Je vais juste rajouter dans le chat, j'ai remis le lien, là, on voit les merci, merci beaucoup. Si vous remontez un peu le message, encore une fois, avec le Form Office, c'est le petit même sondage, encore une fois, là, les 3 questions. Comment vous avez trouvé ça? Est-ce que il y a des éléments qui vous amènent à des réflexions? Est-ce que ça vous amène à changer des actions futures? Fait que c'est les 3 petites questions là, que je pose comme à la fin de chacune des conférences. Donc, si vous ramenez le sondage et aussi votre nom de PNCE, on donne le point de développement professionnel aussi, là, d'un coup que je reçois les échanges qu'on amène par rapport à ça. Donc, vous allez retrouver le petit sondage. Fait que, ça m'indique qu'est-ce que vous avez pu avoir retenu, quel élément pour peut-être des futures discussions qu'on pourrait avoir. Et en même temps, ça fait partie de votre développement professionnel. Donc, merci beaucoup, Joël. Beaucoup de concret, je pense que c'est le fun de voir et il y a beaucoup de choses qu'on faisait instinctivement. C'est pas bon, évidemment, toute la révolution. Je sais que tu as fait plusieurs décrits sur le sujet aussi. On pourrait peut-être faire un lien aussi avec. En fait, même sur le site de l'UQAM, là, je l'avais vu, là, je pense qu'il y avait aussi la liste des écrits ou des publications que tu avais faites là, pour ceux que ça intéresse davantage le sujet. Par rapport à ça. Fait que merci, puis effectivement, on va rester en ligne pour répondre aux questions. Merci tout le monde, bonne fin de journée, bonne pratique. Merci, bonne journée.